la Norvège. Des fjords majestueux aux cascades rugissantes, des sommets imposants au néant de l'Arctique, la Norvège est une impératrice capricieuse régnant sur des paysages féeriques. Mais surtout, c'est une maison pour les grands et pour les petits et un véritable terrain de jeu pour les personnes aventureuses. 10 semaines, 14 000 km/h et de nombreux moments inoubliables. C'est un grand road trip norvégien. Notre voyage à travers la Norvège a commencé lorsque nous avons quitté le ferry de la ville portuaire de Kristiansand. Et au lieu de nous attarder, nous nous sommes dirigés immédiatement dans la campagne. Notre première destination était Cap Lindesnes, le point le plus au sud de la Norvège. Au sud, c'était essentiellement de l'eau. Le poteau indicateur indiquait les grandes distances que nous devions parcourir pendant notre voyage vers le nord. Mais comme nous n'étions pas particulièrement pressés, nous avons tout d'abord pris une route rurale baignée du soleil. En roulant le long de la côte à l'ouest, nous passions à travers le paysage rocheux entrecoupé de lacs. En cours de route, nous avons aperçu un village historique de Helleren, idéalement situé sous un gros rocher. Alors que son origine remonte au XIIe siècle, la ville voisine de Stavanger est beaucoup plus moderne. Cela s'explique en grande partie par de riches champs pétroliers offshore qui ont stimulé le développement local. Quand nous avons quitté la ville, le temps s'est détérioré et nous avons connu la première de nombreuses pluies en Norvège. Bien que le soleil réchauffant ait disparu, le paysage a préservé sa splendeur. Cela était particulièrement vrai pour le paysage le long de l'Isvegen. Bien que nous ayons fréquemment rencontré les villages et les chalets de vacances plus tôt, cette route nous a montré pour la première fois la grandeur de la Norvège. Notre environnement alpin était dominé par des rochers lisses avec des ruisseaux bouillonnants qui se frayaient un chemin à travers le terrain accidenté. Ayant évité le trafic composé d'autant de moutons que d'autres voitures, nous nous sommes dirigés vers l'extrémité intérieure du Lysefjord en passant par 27 virages sur notre chemin. Ce fjord est connu pour ses murs abrupts qui tombent jusqu'à 1 km dans certaines places. Pendant que nous nous émerveillions devant ce vestige de l'époque glaciaire, des nuages bas ont créé une atmosphère menaçante. Tôt le lendemain matin, je me suis lancé sur une randonnée populaire. Le sentier à Gjerag conduit à travers un plateau alpin qui est connu pour ses brusques changements de temps. C'est pourquoi je n'étais pas surpris quand j'ai aperçu de grandes taches de neige. Comme j'ai commencé ma promenade assez tôt, j'avais le fameux Gjeragbolten pour moi tout seul. On dit que la vue de ce point est la meilleure dans toute la Norvège, car ce rocher descend à 1000 mètres dans le fjord. Et les vues sont absolument envoûtantes. Bien sûr, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on ne peut rien voir, mais la pluie et le brouillard font partie du standard road trip à travers la Norvège. Alors, nous n'avons qu'à en tirer le meilleur parti et profiter des vues que nous avons. J'ai attendu plus d'1 heure pour voir si les nuages commenceraient à disparaître, mais mes efforts n'ont pas été récompensés, sans compter un très petit aperçu du fjord en bas. Une option pour quitter Lisbotn est par la voie d'eau, mais nous avons décidé de reprendre la route panoramique. Sur notre route vers l'ouest, les vues nous accompagnaient toujours, ce qui est devenu évident lorsque nous avons aperçu plusieurs merveilleuses cascades. Bientôt, le temps est venu d'embarquer sur notre premier ferry. Et bien que la météo soit restée imprévisible,
Nous avons gagné un jackpot avec notre camping. Installés sur le bord de fjord, nous avions une vue sans entrave sur la splendeur monumentale du Lysefjord. De temps en temps, le soleil nous offrait même quelques instants de son temps. Une autre randonnée bien connue dans cette région conduit à Preikestolen, une plateforme rocheuse suspendue au-dessus du fjord. Les falaises descendant de 600 mètres offrent des vues tout à fait impressionnantes. Cependant, les visiteurs ne doivent pas s'attendre à un sentiment d'un lieu sauvage, car le sentier est si populaire que les randonneurs font la queue pour se faire prendre en photo. Lysefjord quitté, nous avons fait nos adieux au sud extrême de la Norvège et nous avons commencé notre voyage vers le nord. Peu après le commencement du voyage, nous avons découvert une cabane de rêve de tout introverti, nous avons passé devant d'énormes cascades le long de la route et nous avons connu plusieurs fortes averses de pluie. Nous avons également vu un certain nombre d'anciens bâtiments de ferme datant du 19e siècle, quand la vie en Norvège était beaucoup plus pénible. Vers le soir, nous avons pris une route étroite en gravier qui surplombait un grand bassin. Sans personne d'autre en vue, nous avons trouvé un autre magnifique endroit sauvage pour le camp. Fidèle à l'addiction « quand il pleut, il verse », la météo ne montrait aucun signe d'amélioration. Néanmoins, nous nous retrouvions régulièrement sur des routes panoramiques offrant des vues imprenables. Sans aucun doute, les paysages norvégiens obtiennent un charme très particulier dans la pluie et le brouillard. Les puissants changements d'humeur de la nature conviennent à la création du pays qui avait été formé sans relâche par l'artisanat habile de plusieurs périodes glaciaires. Bien que les anciens glaciers aient reculé depuis longtemps, les champs de neige en juillet sont un rappel frappant qu'autrefois, c'était un royaume des géants de glace. Pendant notre chemin à travers les paysages préhistoriques, nous ne pouvions nous empêcher de nous demander à quel point le paysage serait impressionnant sous le soleil. Ce fruit de notre imagination ont vite disparu lorsque nous avons rencontré un petit troupeau de moutons au milieu de la route. Pendant une courte promenade à travers le paysage luxuriant d'Abodalen, nous regardions avec admiration les nuages rapides danser autour des sommets des montagnes. Dans cette vallée, un élément prédominant est sans doute de l'eau avec de nombreux ruisseaux qui se frayaient un chemin à travers le paysage. Le côté rédempteur de la pluie presque constante est qu'il y a autant d'eau partout que quel que soit le flanc de la montagne qu'on regarde, il y aura au moins une cascade, ou dans plusieurs cas, de 10 à 20 chutes d'eau coulant vers le bas de la montagne. Et cela a l'air absolument magique. Un peu plus vers le nord, la route est soudainement devenue recouverte d'encore plus d'eau. Le petit chenapan qui causait ce spray vigoureux est Langfossen. Avec sa hauteur de 612 mètres, cette cascade est l'une des 25 cascades les plus hautes dans le monde. Outre sa taille impressionnante, la cascade est très belle et, ce qui est plus important, très facile à atteindre, comme la route d'accès longe directement sa base. Notre voyage nous a amenés aux rives du Hardangerfjord, qui n'est pas si abrupte par rapport aux autres fjords. C'est pourquoi les visiteurs peuvent découvrir d'innombrables vergers dans la région, ce qui indique qu'au moins parfois, le soleil brille ici. Cependant, pour l'instant, la pluie persistait alors que nous poursuivions notre route montagneuse qui nous téléportait directement en hiver. Nous n'étions pas surpris lorsque nous sommes arrivés un peu plus tard dans le domaine skiable. Des athlètes de toute l'Europe viennent ici pour s'entraîner pendant l'été, quand la plupart des stations se ferment. Comme l'eau dans les montagnes est très pure,
Nous avons profité de l'occasion pour remplir notre réservoir d'eau avec 100 litres de bienfaits rafraîchissants. Bien que nous n'ayons presque aucun espoir, le soleil apparaissait de temps en temps pendant les jours qui ont suivi. Ce visite était, cependant, sporadique et ne durait parfois que quelques minutes. Il va sans dire que cela ne nous a pas empêchés d'explorer, surtout là où il y avait des routes sinueuses en gravier à découvrir. La région où nous nous sommes bientôt retrouvés s'appelait Hardangervidda. Ce plateau montagneux désertique se caractérise par d'innombrables rivières, lacs et cascades. La meilleure façon d'explorer cette plaine dénudée est à pied. Bien sûr, un certain nombre de sentiers de randonnée traversent ce terrain ouvert. Cependant, les randonnées cross-country sont également acceptées. Alors que de temps en temps, nous apercevions les cabanes aux alentours du Vidda. Peu de temps après, il n'y avait plus que de la nature sauvage. Nous avons installé notre camp dans un endroit merveilleux qui nous a permis d'éprouver un esprit indompté de l'environnement. Le lendemain, nous avons continué notre voyage vers le nord, le long des rives de plusieurs lacs, et nous avons fini sur un plateau encore plus haut. La piste à travers Orlandfjellet s'appelle également Snøvegen, ce qui se traduit comme la route enneigée, un nom bien approprié. Rencontrer des bancs de neige à la fin du juillet n'est pas une chose ordinaire. Mais les lacs gelés qui commençaient justement à fondre étaient encore plus pittoresques. Plus tard, nous avons rencontré le Borgund Stavkirkje, une vieille église en bois qui comptait 800 ans. Cette église en bois debout, ornée de dragons qui mélangeaient la mythologie nordique avec les croyances chrétiennes, semblait terriblement fascinante. Les églises en bois debout étaient autrefois communes dans le nord-ouest de l'Europe, mais de nos jours, on peut les trouver principalement en Norvège. Leur apparence générale varie considérablement, mais toutes les églises sont construites avec une charpente en bois composée de planches de bois verticales. La plupart des églises conservées datent du XIIe siècle. Pendant cette période, la Scandinavie passait par une phase de transition religieuse du paganisme nordique au christianisme. La maison abandonnée que nous avons aperçue le long de la route n'était pas si vieille, mais elle était également fascinante. Même de nos jours, de nombreuses maisons norvégiennes possèdent des toits en gazon, ce qui leur donne un air esthétique et contribue également à l'isolation et à la réduction du bruit. De temps en temps, ces toits deviennent des biotopes indépendants avec des arbres qui poussent d'eux. Au lieu d'aller directement vers le nord, notre voyage à travers le sud de la Norvège impliquait plusieurs boucles pour que nous puissions voir autant de pays que possible. Par conséquent, nous roulions régulièrement plusieurs centaines de kilomètres par jour. Mais bien sûr, avec des vues que celles-ci, il ne fallait pas nous convaincre à faire une pause. La partie du parc national de Jotunheimen était particulièrement envoûtante. Bien que les sommets dans cette région ne sont pas si hauts que plus loin dans l'ouest, le plateau montagneux nous a ravis par ses ruisseaux clairs et ses lacs bleus. La route à travers cette région est désignée comme la route touristique nationale, ce qui signifie que c'est l'une des routes les plus belles de la Norvège. Admirer le paysage était vraiment un régal pour les yeux.
avant d'explorer la plus haute montagne de la Norvège, nous avons décidé de procéder un peu plus loin au nord. Ce matin, nous sommes partis en randonnée au parc national de Dovrefjell, car c'est ici qu'on peut trouver la dernière population saine des bœufs musqués en Europe. Nous ne les avons vus dès notre voyage au Canada et en Alaska il y a 5 ans. Nous espérons vraiment y jeter un œil une fois de plus. Donc, on croise les doigts. En été, les bœufs musqués préfèrent les vallées fluviales humides. C'est pourquoi nous nous sommes dirigés plus loin dans le parc. Bien que le temps fût beau pendant notre visite, le climat local est principalement rigoureux et changeant en permanence. Les animaux ont besoin d'un physique solide pour survivre dans des conditions aussi imprévisibles. Et aucun animal n'est mieux adapté à cela que le bœuf musqué. Ces spécialistes hirsutes des températures froides aux pattes courtes prospèrent dans les climats arctiques. Pour faire face à des températures supérieures à 10 degrés Celsius, ils se blottissent souvent sur les derniers restes de neige. Quand ils ne se reposent pas, ils passent beaucoup de temps dans la recherche de la nourriture. Le fait intéressant est que tous les bœufs musqués norvégiens proviennent du Groenland, car leurs ancêtres ont été amenés à Dovrefjell en 1947. Sans doute, leur adaptation la plus importante est leur laine qui est très appréciée, car elle est extrêmement molle et 8 fois plus chaude que la laine de mouton. Nous avons si bien profité de l'atmosphère du parc de Dovrefjell que nous avons pris nos grands sacs à dos et nous sommes revenus dans le parc pour y passer la nuit. Quelque temps plus tard, nous sommes arrivés au même endroit où nous avions fait une pause plus tôt et nous avons commencé à planter notre tente. Peu de temps après, le soleil s'est couché et nous nous sommes plongés dans l'obscurité. Après une nouvelle randonnée, nous nous sommes vite retrouvés sur la route vers la maison des géants. Tous les 29 plus hauts sommets de la Norvège se trouvent dans Jotunheimen, ce qui fait de ce parc national un vrai Eldorado pour des randonneurs. Il est presque 7 heures du matin et la température est proche de zéro, donc il fait assez froid. J'ai commencé mon ascension du plus haut sommet de la Norvège qui s'appelle Galdhøpiggen. Et même si la course ne fait qu'environ 6 km, le sommet monte à hauteur de 1,4 km, donc c'est assez raide. Heureusement, il fait assez beau. Le ciel est bleu et le soleil brille. C'est pourquoi j'espère d'avoir de belles vues au sommet. Bien que la première partie de ma randonnée fût assez simple, les roches ont fait ma vie plus dure. Heureusement, les rafraîchissements naturels sont toujours disponibles. Le sentier devient plus pénible comme j'ai besoin de traverser de grands champs de neige. Et quand il y a des passages rocheux comme celui-ci devant moi, ils sont souvent couverts partiellement avec de la neige ou de la glace, ce qui fait la course plus difficile, car on doit être très attentif. Mais heureusement, le soleil toujours brille et les vues sont belles. Je progresse assez rapidement, donc je vais bientôt atteindre le sommet. Hélas, plus je montais, plus le ciel devenait nuageux. En regardant en arrière, j'ai vu un paysage enneigé incroyablement beau. Les roches sombres offraient un contraste saisissant avec la pureté de la neige éternelle. Quand j'ai atteint le sommet, j'étais complètement entouré de nuages, ce qui m'obligeait d'être encore plus prudent.
Ça y est, c'est ici que se trouve le plus haut point de la Norvège, le toit du pays, pour ainsi dire. D'habitude, il y a des panoramas magnifiques dans chaque direction, de hauts sommets tout autour. Mais bien sûr, aujourd'hui, la météo au sommet ne joue pas le jeu. Il n'y a que des nuages et du brouillard partout. Mais côté positif, il y a une cabane où l'on peut acheter des boissons chaudes et se réchauffer un peu. Ce que je vais définitivement faire avant de descendre. Ayant gagné le titre de la première personne au sommet, ce jour-là, j'ai eu toute la cabane dans ma disposition. En voyant les autres randonneurs sur le chemin de retour, j'ai été reconnaissant pour le silence que j'avais vécu sur le plus haut sommet de la Norvège. Ayant passé une vallée, nous nous sommes dirigés le long d'un ruisseau glacial merveilleusement bleu vers la vallée impressionnante de l'Erdalen. Cette vallée, qui est moins connue que les autres parties de la Norvège, reste toujours un joyau caché. Au bout de la route, la montagne pointue de Kirkja nous a offert une vue spectaculaire. Cependant, le panorama de son sommet était encore plus impressionnant. Tandis que le vent transportait les nuages au-dessus des sommets des montagnes, les lacs d'une couleur bleue profonde brillaient sous le soleil. Chose étonnante, il ne faut même pas grimper des montagnes pour avoir des vues spectaculaires dans cette partie de la Norvège. Il suffit de prendre la route à travers Sognefjellet pour avoir une idée de la magnificence du paysage. Ayant passé beaucoup de temps dans la neige, nous étions très ravis des températures plus élevées le long du Lustrafjorden. Le fjord est alimenté par plusieurs ruisseaux glacials qui lui donnent une couleur turquoise inattendue. Situé au-dessus du fjord, cet ancien sanatorium nous a offert un dépaysement intéressant. Avec de si belles vues, ce n'est pas étonnant qu'on envisage de reconstruire ces ruines sinistres en un hôtel de luxe. Le fjord quitté, nous avons tourné à une route secondaire et nous suivions le cours d'une rivière séduisante. Dans la recherche d'une source de l'eau turquoise, nous avons bientôt rencontré les 28 glaciers émissaires de Jostedalsbreen, le plus grand glacier sur le continent européen. Comme il est assez facile d'accès, ce glacier particulier est un endroit populaire pour des randonnées guidées, aussi bien que pour des visites autoguidées. À sa base, de petits ruisselets d'eau récemment fondus, gravant habilement un motif dans les sédiments avant de s'écouler dans le lac glaciaire, joliment coloré. Plus haut dans la vallée, nous avons rencontré un jeune orignal. Au début, il se tenait de manière plutôt curieuse. Ne prenant aucun risque, il s'est vite enfui dans les buissons. En regardant autour de nous, nous avons remarqué plusieurs cascades et des chalets de vacances qui offraient des vues merveilleuses. Comme la conduite sur une route montagneuse étroite n'est pas assez difficile, la nature a décidé d'ajouter un peu de brouillard. Sans doute, l'endroit unique où la vue était encore pire était ce tunnel étroit et non éclairé. Ce trajet stressant en valait la peine, car nous nous sommes retrouvés dans une vallée grandiose entourée de montagnes, de cascades, de glaciers et de moutons. À partir de là, la seule option était de continuer à pied. Au bout du sentier, le glacier puissant de Østerdalsbreen s'écoule de la montagne. La surface du glacier est écartelée par d'innombrables crevasses qui soulignent la puissance des forces agissant sur la glace.
À l'embouchure du glacier, de gros icebergs flottent dans la lagune en formant des ensembles congelés de l'art naturel. À 4 km en aval, nous nous sommes installés au bord de la rivière. Le paysage entouré des glaciers et des petits hameaux charmants composait une image qui rappelait l'époque quand la vie en Norvège était beaucoup plus lente. Le lendemain, nous étions grossièrement réveillés par un troupeau de vaches qui ont pris notre voiture pour un poteau à gratter. Même si cela peut paraître difficile à croire, notre prochain camping était au moins tout aussi magnifique. Cet endroit le long du fjord Fjellandsfjord était idéal pour se relaxer. Nous l'avons quitté avec le cœur lourd. Cependant, nous avions hâte de voir ceux qui nous attendaient. Pour traverser un large fjord de Sognefjord, qui est à la fois le plus long et le plus profond fjord de la Norvège, nous avons eu besoin d'embarquer un autre ferry. Bien que ce ferry soit principalement destiné aux véhicules, les vues formidables ont transformé ce voyage en une croisière pittoresque. Une fois débarqués sur l'autre côté, nous avons pris la route qui avait un air bien connu. 11 jours après notre premier voyage vers Aurlandsfjellet, nous sommes revenus pour admirer ce plateau montagneux sous les rayons du soleil. La différence entre les deux visites était remarquable. Là où auparavant les lacs étaient couverts complètement de la glace, on pouvait maintenant voir que l'été a resserré son emprise. La combinaison des restes de la neige avec la végétation clairsemée et les bleus lacs brillants créait un paysage d'une beauté incroyable. Sur la route, nous avons admiré le fjord merveilleux de Aurlandsfjord et nous avons continué notre voyage vers la crique peut-être la plus impressionnante de Norvège. Caractérisé par ses murs abrupts et orné d'innombrables petites cascades, le fjord de Nærøyfjord est l'incarnation même de la Norvège. Pour changer du paysage, nous avons fait alors une visite de la ville de Bergen. Cette ville côtière est la deuxième grande ville de la Norvège, qui est bien connue comme l'ancien poste de commerce de la Ligue commerciale hanséatique. À ce jour, plusieurs bureaux historiques ont survécu. Pendant la promenade, nous avons bien remarqué l'influence allemande d'autrefois sur la ville. Ayant passé presque 2 semaines en explorant le sud central du pays, nous avons décidé de nous diriger vers le nord. Il va sans dire que nous avons continué avec les routes les plus petites possibles. Une fois de plus, les pistes montagneuses traversant les hauts plateaux étaient exceptionnellement pittoresques. Cependant, dans cette partie de la Norvège, même les plus grandes chaussées offrent aux touristes des panoramas à couper le souffle. Bientôt, nous sommes arrivés au lac magnifique d'Oldevatnet. Ce grand lac montagneux est alimenté par plusieurs glaciers émissaires qui lui donnent une couleur turquoise extraordinaire. Juste après le lac, les murs ont commencé de se rapprocher en nous offrant l'une des meilleures vues de bord de route en Norvège. Dans la vallée suivante, le paysage le long de Lovatnet était aussi magnifique. Les montagnes, les glaciers et les cascades ont créé un arrière-plan envoûtant pour le lac brillant. En substance, où que nous regardions, nous voyions un paysage idéal digne d'être imprimé sur la carte postale. Les grands moments se succédaient les uns après les autres, pendant que nous suivions la route historique datée du 19e siècle. Aujourd'hui, cette route est classée comme la route touristique nationale, et vraiment, elle mérite bien ce titre. À notre avis, des pistes comme celle-ci constituent l'essence même du grand road trip norvégien.
Ayant passé la dernière nuit au milieu de la neige, nous nous sommes dirigés le lendemain matin vers le fjord mondialement connu de Geiranger-fjord. Ce fjord, dont la longueur est 15 km, est la destination touristique la plus populaire en Norvège. Quand on voit ces murs abrupts et d'innombrables cascades, on comprend facilement pourquoi. Beaucoup de touristes arrivent à bord de bateaux de croisière, comme le voyage à travers le fjord est un grand spectacle. Le fait intéressant est que le fjord bénéficie d'une riche culture. On peut visiter plusieurs fermes historiques situées à proximité. Un autre point d'attraction touristique est la route de Trollstigen. Elle n'est ouverte que pendant les mois d'été. Cette route montagneuse aux virages représente un chef-d'œuvre d'ingénierie. La plateforme panoramique offre une vue d'œil d'oiseau sur les 11 virages étroits. Durant la journée, la route est assez chargée, donc des arrêts fréquents sont nécessaires pour passer l'un l'autre. Cependant, ce progrès modéré ne pose aucun problème comme la descente est une expérience qu'il vaut mieux apprécier sans se précipiter. Après toute l'agitation de la veille, nous avons été ravis de nous réveiller au bord d'un lac tranquille et paisible. Les nuages bas créaient une atmosphère qui nous invitait à avancer lentement. Alors que nous étions assis là et apprécions notre café du matin, les fumées du brouillard nous offraient une danse hypnotique. La cascade tonitruante de Mardalsfossen était au moins aussi enchanteresse que le ballet des nuages. Cette cascade tombant de la hauteur de plus de 600 mètres dans la vallée est l'une des plus hautes et plus spectaculaires cascades en Norvège. Une fois sortis de notre rêverie, nous avons continué notre voyage en fond de la vallée. Un peu plus tard, nous nous sommes retrouvés sur une route en gravier. Les vues sont devenues encore plus intrigantes, au moins jusqu'au moment où nous nous sommes dirigés dans un tunnel sombre et effrayant. Ayant gagné le titre de la première personne au sommet, ce jour-là, j'ai eu toute la cabane dans ma disposition. À la différence des itinéraires touristiques populaires, nous rencontrions à peine d'autres voitures, ce qui a rendu notre parcours extrêmement agréable. Ce paysage alpin est aussi un habitat pour un lagopède, un oiseau au camouflage saisonnier de la famille des tétraoninés. Pendant l'hiver, il est parfaitement blanc, mais en été, il s'habille en plumage brunâtre. Tandis qu'un lagopède était plutôt difficile à remarquer, les innombrables chalets de vacances ne l'étaient pas. L'habitude de passer le temps dans le chalet de vacances, parfois considéré comme une obsession, est une partie intégrante du style norvégien de vie en plein air. Comme plus de 400 000 de chalets pareils sont répartis dans tout le pays, il semble souvent que les grandes parties de la Norvège sont inhabitées, alors qu'en fait, la plupart des maisons ne sont utilisées qu'à des fins récréatives. Avant de nous diriger définitivement au nord de la Norvège, nous avons décidé de faire une dernière boucle. Ayant parcouru un sentier en zigzag, je suis arrivé au sommet d'une montagne qui offrait un panorama exceptionnel sur les deux fjords ainsi que sur les falaises environnantes. La perspective enivrante était encore renforcée par des volutes de nuages dansant autour du sommet. Par une journée ensoleillée comme celle-ci, la contemplation du paysage aussi impressionnant provoque presque une surcharge sensorielle. Il est difficile d'imaginer comment, au fil du temps, la glace, l'eau et le vent ont créé des criques tellement grandioses. Nous avons poursuivi notre chemin vers la côte
jusqu'au moment où nous sommes arrivés à l'île de Rund. Bien que les vues de la côte fussent sans doute magnifiques, nous sommes arrivés ici pour une autre raison. En suivant un sentier merveilleux, nous nous promenions au-dessus des falaises abruptes jusqu'à arriver à l'extrémité nord-ouest de l'île. Pendant l'été, ces falaises regorgent de la vie sauvage. Des milliers de mouettes et de fous émigrent ici pour pondre leurs œufs et élever leurs petits. Cependant, la plupart des visiteurs arrivent pour observer un autre type d'oiseau. Habillé en plumage noir et blanc avec un bec de couleur vive, le macareux moine est la superstar des médias sociaux dans le monde des oiseaux. Son apparence adorable et le comportement amical font de lui un objet idéal pour le birdwatching. Pendant la saison de reproduction, les macareux moines passent toute la journée dans la mer et ne reviennent dans leur terrier que le soir. Une fois qu'ils décident que le temps est venu, des milliers d'oiseaux s'envolent. Un à un, ils commencent à atterrir maladroitement près de leur nid. Puis, ils sèchent leurs ailes qui, contrairement à leur sous-plumage, se mouillent dans la mer. Par conséquent, ils passent assez beaucoup de temps en lissant leurs plumes pour les garder bien rangées. Nous avons passé plus de 2 heures en regardant les oiseaux vaquer à leurs occupations, parfois à quelques mètres seulement. Quand le temps est venu de quitter l'île de Rund, nous avons continué notre voyage le long de la côte sinueuse en traversant de nombreux ponts sur notre chemin. Cependant, les montagnes nous ont bientôt appelés à nouveau. Nous avons répondu en nous dirigeant vers la vallée pittoresque d'Inerdalen. Après quelques kilomètres de randonnée, nous sommes arrivés à une jolie cabane située juste au bord d'un lac. De ce point, un sentier court vers une montagne formidable d'Inerdalstarnet. Ce sentier passe par une ravine abrupte, ce qui rend la randonnée assez pénible, mais les vues en valent la peine. Juste en dessous du sommet, on a besoin de grimper un peu. C'est pourquoi porter un gros sac à dos n'est pas une bonne idée. Les vues lointaines qui s'ouvrent du sommet sur 3 vallées différentes invitent les touristes à s'attarder. Si l'on regarde vers le bas, on ne verra qu'un petit point au lieu de la cabane. « 4 semaines et demie et 5000 km de voyage. Le temps est venu de quitter la Norvège du Sud. » Après avoir passé par la ville de Trondheim, qui est surtout célèbre de sa grande cathédrale, nous nous sommes dirigés vers le nord. Dans ce voyage au nord, nous avons décidé de prendre la route littorale. Et il s'avère que cette option est beaucoup plus lente que la route intérieure. Non seulement parce qu'elle suit la côte sinueuse, mais bien plus encore parce qu'elle comprend plusieurs traversées en ferry. Et si l'on est un peu malchanceux, tout comme nous pour le moment, on devra attendre un autre ferry arriver pendant 1h30. Mais je crois qu'avec des vues comme celle-ci, il y a peu de raisons de se plaindre. Pendant les jours suivants, nous avons passé beaucoup de temps en roulant sur les routes littorales pittoresques, en regardant les animaux tels que les dauphins, un cerf ou un orignal, et en embarquant au moins 8 ferrys pour véhicules. Nous avons passé également une montagne fameuse de Torgaten avec un trou dedans, et nous avons admiré les sommets impressionnants le long de la route. Notre trajet en ferry vers Tjektvik est devenu une expérience exceptionnelle. Nous avons non seulement admiré des paysages pittoresques, mais également traversé la ligne invisible du cercle arctique. Une petite statue le long de la côte marque cette frontière magique qui annonce les terres du soleil de minuit. En imaginant les merveilles qui nous attendaient, nous étions étourdis par l'excitation. Et nous n'étions pas du tout déçus. Peu après avoir quitté le ferry, nous avons aperçu quelques bras du grand glacier Svartisen. Mais une autre chose a attiré notre attention. C'était un petit bateau de pêche rouge qui faisait lentement son chemin à travers la crique.
un opposé polaire du fjord tranquille du jour précédent nous attendait à Saltstraumen. Ce petit détroit est connu pour l'un des plus puissants courants de marée dans le monde, qui provoque de tourbillons déchirant la surface de l'eau. Après une nuit très courte, nous avons embarqué un ferry à 2h30 du matin. 3 jours plus tard, notre destination couverte de nuages est apparue. À peu près de 80 grandes et petites îles de Lofoten sont connues pour leurs paysages montagneux extraordinaires. Les sommets qui se dressent abruptement de la mer offrent un contraste saisissant avec une étendue plate des eaux environnantes. Grâce à l'influence du Gulf Stream, les températures sont en général douces. Cependant, il n'en va pas de même pour la météo. Plus souvent qu'autrement, la pluie et le brouillard cachent, au moins partiellement, des sommets majestueux de la vue. Outre ces sommets, Lofoten est aussi connu pour ses petits villages. Auparavant, ils étaient habités par des pêcheurs, car les eaux autour des îles constituent les zones de pêche à la morue les plus riches au monde. Les visiteurs trouveront donc de nombreux rohrbuers colorés. C'est ainsi qu'on appelle les cabanes de pêche utilisées selon la saison. Le village le plus célèbre de Lofoten est Rennes. Le sentier de randonnée raide qui commence dans la ville mène à un point de vue exceptionnel qui offre un vaste panorama du village et des montagnes voisines. Après avoir quitté la ville très animée, nous avons traversé plusieurs ponts qui relient les petites îles l'une à l'autre. En essayant d'éviter des foules, nous avons décidé de nous concentrer sur les petites routes secondaires. En général, cette stratégie fonctionnait bien. Seul le sentier vers Ritten était également animé. On peut facilement comprendre la raison de la popularité du sentier, car il offre une vue impressionnante sur une grande plage de sable. Bien sûr, la plage elle-même est également populaire, surtout parmi les campeurs de nuit. Pendant notre séjour à Lofoten, le temps était généralement irrégulier, mais de temps en temps, le soleil regardait des nuages, révélant la beauté incroyable de cet archipel. Les plus fascinants à découvrir étaient d'innombrables plages de sable ainsi que l'eau cristalline, les choses que la plupart des gens n'associeraient jamais à la Norvège. Les étagères en bois le long de la route étaient également surprenantes. 6 échafaudages vides en été sont utilisés pour sécher la morue à la fin de l'hiver. Pour cela, on attache les poissons en paire par leurs ailerons de queue et laisse sécher pendant plusieurs mois. Cette technique est bien pratiquée à Lofoten depuis déjà 1000 ans, car sécher le poisson est une excellente méthode de préservation, le fait que les Vikings appréciaient beaucoup pendant leur long voyage. Ayant tombé sur une autre plage vierge, nous avons brusquement remarqué un mouvement. C'était une loutre européenne qui grimpait entre les roches pour patrouiller son territoire. Ces loutres sont des animaux solitaires et leurs territoires s'entendent souvent à plusieurs kilomètres. La plupart d'elles vivent dans l'eau douce, mais pour notre chance, certaines préfèrent la côte. Nous ne pouvions pas croire nos yeux quand une loutre a commencé à se vautrer dans le sable juste devant nous. Cette technique est généralement utilisée pour chasser des parasites de la fourrure et, peut-être, pour laisser l'odeur. Quelle que fût la raison, c'était un comportement d'un animal le plus adorable que nous ayons jamais vu. Une fois le bain de sable fini, elle est partie à la chasse. La loutre européenne est parfaitement adaptée à la vie dans l'eau. Elle est une parfaite nageuse. Elle possède de pattes palmées et peut fermer les oreilles et les narines dans l'eau.
Lors de la chasse, elle se nourrit principalement du poisson, mais elle ajoute également des crustacés à son régime. C'est incroyable, mais nos rencontres chanceuses avec des animaux ne se sont pas arrêtées là. Juste 24 heures plus tard, nous avons rencontré un parent éloigné de la loutre. Cette hermine avec des pattes agiles courait tout autour de nous, montrant ainsi ses compétences de parcours. Nous sommes revenus sur la route et nous nous sommes dirigés le long de la chaussée principale de Lofoten avant de prendre un petit sentier. En suivant cette voie, nous avons traversé une crique fascinante qui relevait un grand banc de sable à marée basse. Après avoir exploré la plupart de Lofoten, nous sommes partis pour un autre groupe d'îles qui s'appelle Vesteralen. Bien que la pêche soit également importante pour CS Seal, on supporte ici l'agriculture et l'élevage. Le fait de tomber sur un panneau « Avertissement de conditions routières » nous a d'autant plus intrigués. Le sentier que nous suivions était joliment chaotique, mais offrait également des vues magnifiques sur la mer. Mieux encore, nous avons trouvé un endroit fantastique pour le camping qui nous a permis d'admirer le paysage magnifique tout seul. Le lendemain matin, nous avons continué le voyage le long du sentier qui nous a offert l'une des expériences les plus hors-terrain en Norvège. Je serais un menteur si je disais que le sentier de randonnée était tout sauf désagréable. Mais j'espère qu'au moins au sommet la vue sera belle, car le vent est vraiment meurtrier. Et je ne suis pas sûr pourquoi je me fais ça. Je serais un menteur si je disais que le sentier de randonnée était tout sauf désagréable. Ce jour-là, le temps a pris un tournant pour le pire, et même si nous ne le savions pas encore, la météo n'allait pas améliorer pendant 7 jours suivants. Ignorant ce qui allait arriver, j'ai commencé une randonnée au sommet de Matund. Alors que le vent et les nuages balayaient le sommet, la vue s'ouvrait de temps en temps révélant le littoral accidenté en bas. Heureusement, les eaux au large des côtes n'étaient pas encore trop turbulentes alors que nous avons mis le cap sur l'île de Senja. Mais malheureusement, la météo était franchement misérable. L'île de Senja, qu'on appelle souvent la Norvège en miniature, est célèbre pour la variété de ses paysages, y compris des pics déchiquetés, des plages, des fjords et des hauts plateaux. Cependant, au cours de nos 3 jours sur l'île, nous n'avons eu la chance d'apercevoir cette beauté que lorsqu'une violente tempête de pluie chassait la précédente. Peu importe où nous roulions, la pluie restait notre fidèle compagnon. Certainement, ce n'est pas le type de temps que nous avons espéré lorsque nous planifions ce voyage en Norvège. Mais à ce stade, je fais beaucoup de randonnées juste par dépit, parce que je pense qu'il vaut mieux continuer à sortir et découvrir la nature avec la météo et les conditions dont on dispose au lieu de simplement rester assis dans la voiture. Bon, oui, les sentiers de randonnée sont pluvieux. En plus, les différentes parties du sentier avaient une hauteur différente. La seule chose qui sauvait les randonneurs de la boue sans fond étaient les planches glissantes en bois qui menaient à travers la tourbière.
Les vues du sommet témoignaient à quel degré le paysage pouvait être impressionnant. Bien sûr, je ne pouvais pas revenir tout couvert de la boue, donc je suis allé me laver au bord du sentier. Bien que nous voulusions voir davantage Senja, nous avons quitté l'île pour aller plus loin au nord, cette fois-ci sur des eaux plus houleuses. Lorsque nous sommes arrivés à Tromsø, la météo restait la même. Revenus dans la nature, nous sommes tombés sur un renard roux qui était évidemment à l'affût. Chaque fois que CS renards chassent des animaux comme des souris, ils utilisent leur ouïe fine pour localiser précisément leur proie. Une fois la proie localisée, ils se jettent sur la souris en la dévorant souvent en quelques bouchées. Célébrant le retour du soleil, nous admirions les vues du fjord le long de la route. Après des jours de la pluie et des nuages, nous étions ravis de voir les montages dans toute leur splendeur à nouveau. Il en allait de même pour Blavatnet, l'un des lacs d'un bleu le plus intense de toute la Norvège. Ce lac est alimenté par une cascade glaciale qui lui donne une couleur turquoise laiteuse si vive qu'il semble presque irréel. Ce soir-là, nous avons assisté à un beau coucher de soleil sur les Alpes de Lyngen, un massif montagneux abrupt et peu exploré. Les mêmes montagnes nous ont également offert un merveilleux cadre pendant notre voyage vers le nord le lendemain. Pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes retrouvés sur une chaussée principale du pays, mais si loin au nord, la E6 est très pittoresque. Bien sûr, nous continuions d'explorer autant de routes secondaires que possible, ce qui signifiait, dans la plupart des cas, rouler le long des vastes fjords à travers le paysage montagneux d'échelle grandiose. Un signe révélateur du fait que nous avions réellement atteint le nord était que le renne a remplacé le mouton comme un danger pour la circulation numéro 1. Grâce à sa faible densité de population et l'étendue de sa nature sauvage, l'extrême nord a vite gagné nos cœurs. Bientôt, le néant pur de l'Arctique nous a enveloppés. Parcourant des centaines de kilomètres chaque jour, nous avons exploré les régions les plus reculées de la Norvège. Bien sûr, tant de temps passé dans la voiture nécessitait des pauses régulières. Au lieu de nous diriger directement vers le Cap Nord, nous avons décidé de visiter d'abord la ville la plus au nord sur la Terre. La ville de Hammerfest, qui compte plus de 10 000 habitants, est une vraie ville qui a récemment connu une forte croissance économique grâce à la construction d'un grand terminal méthanier. Malgré sa position septentrionale, la température annuelle moyenne est au-dessus de 0 CE, qui s'explique par l'effet direct du puissant Gulf Stream. En été, le soleil ne se couche pas pendant presque 3 mois, mais en hiver, le ciel reste sombre pendant 59 jours au minimum. L'une de nos routes préférées au nord était celle qui menait vers Havøysund. Cette route pittoresque, l'incarnation même de la solitude, passait devant de magnifiques affleurements accidentés dans une région rarement visitée. Le fait le plus frappant était ce qu'on pouvait découvrir un paysage aussi désertique et sauvage sur une route goudronnée. Le paysage environnant était à couper le souffle à tous égards. Des vues spectaculaires sur l'océan à des cascades grondantes et à des lacs parfaitement réfléchissants.
bout de la route, nous avons jeté un coup d'œil sur un village de pêcheurs avant d'installer le camp sous le ciel dramatique. Le lendemain matin, le soleil magnifique nous a salués. Il était le temps pour notre dernier effort sur le chemin vers le nord. Une fois de plus, nous étions stupéfaits par l'immensité du territoire, ainsi que par la violence du vent. Certains trouvaient le nord ennuyeux, comme il n'y avait pratiquement pas de végétation. Mais pour nous, ce vide infini était absolument séduisant. Curieusement, le parking au Cap Nord était loin du vide, avec d'innombrables véhicules terrestres qui créaient une atmosphère du camping. Encore quelques mètres et nous voilà au point le plus au nord de la planète qui est accessible par route, le Cap Nord, la destination du rêve de chaque adepte des road trips. Debout au-dessus des falaises, nous regardions la haute mer avec l'impression d'être arrivés au bout du monde. Contrairement à la croyance populaire, le Cap Nord n'est pas le point le plus au nord en Europe. Pour atteindre cette extrémité géographique, il faut aller 8 km à travers une belle, mais inhospitalière toundra. C'est le point le plus au nord qu'on peut atteindre, au moins si l'on veut rester en Europe, car cette péninsule petite marque son point le plus septentrional. Elle s'étend 1 km plus au nord que le Cap Nord derrière moi. Ici, ce sont des eaux de l'Arctique et probablement du pôle Nord. Mais à part ça, c'est ça. Entouré de beaucoup plus de mouettes que de gens, j'admirais le paysage côtier en me demandant quelle chance j'avais de visiter cet endroit un jour comme celui-ci. Mais la météo de l'Arctique est inconstante. Sur mon chemin du retour, les nuages ont commencé à se faire vite menaçants. Un peu plus tard, j'étais recouvert du brouillard, alors que le vent soufflait avec férocité sur la plaine. Pour couronner le tout, une forte averse a suivi. De pareils brusques changements de temps montrent clairement l'importance de toujours porter des vêtements adéquats lorsqu'on explore en plein air. Trouver un site de camping protégé sur un si grand espace était plus vite dit que fait, d'autant plus que la pluie avait visiblement laissé des traces. Le lendemain matin, le niveau de l'eau était encore plus haut, mais au moins, le soleil a pointé le bout de son nez. Comme nous ne pouvions plus aller au nord, nous avons décidé de nous diriger vers l'est. Notre but était d'explorer autant de routes arctiques éloignées de Finnmark que possible. Par rapport au reste de la Norvège, le Finnmark est, au mieux, peu peuplé. De temps en temps, nous passions devant une maison ou un petit bâtiment, mais principalement, ce n'était que nous et la nature sauvage. À notre avis, Finnmark est une destination idéale pour un road trip. Elle offre une sensation intense de la liberté qu'on ne peut éprouver que sur la route ouverte. En plus, le territoire change toujours, mais ne perd jamais son attrait. Notre voyage à Mehamn a été remarquable à cet égard. Nous avons quitté la côte et nous nous sommes dirigés à l'intérieur du pays en passant par la toundra riche en eau. Au début, le paysage était principalement vert avec des rivières coupant à travers des prairies verdoyantes. Mais bientôt, nous sommes montés au plateau et nous nous sommes brusquement retrouvés entourés par le désert pierreux. Il était difficile de saisir ces brusques changements, car à un moment donné, le paysage semblait riche et féconde.
tandis que le moment suivant, ils devenaient étrangers et inhospitaliers. Bien sûr, certains animaux sont parfaitement adaptés pour survivre dans des conditions pareilles. Les rennes sont originaires de l'extrême nord et préfèrent le climat de l'Arctique et les paysages de la toundra. Techniquement, cependant, la plupart des rennes en Norvège sont domestiquées. Alors que certains troupeaux sauvages existent au sud, tous les animaux au nord appartiennent aux éleveurs de rennes. L'élevage des rennes est pratiqué depuis déjà centaines d'années par le peuple de Sami, et beaucoup vont jusqu'à appeler cela un mode de vie. En été, on amène les rennes aux riches pâturages où ils errent librement. Pendant cette période, ils se nourrissent du lichen aussi bien que des feuilles, de la carex et de l'herbe pour se renforcer avant un long hiver. Alors que chez la plupart des autres cervidés, seuls les mâles ont des bois, chez le renne, ce sont à la fois des mâles et des femelles. Cela dit, les bois du mâle sont généralement beaucoup plus gros. Ce bois qu'ils perdent et les font repousser grossissent au fil des années et atteignent souvent un état formidable. Bien sûr, les rennes ne sont pas les seuls animaux qui prospèrent dans cet habitat. On peut rencontrer ici un renard roux facilement adaptable en train de se nourrir ou, dans ce cas, de se gratter. Alors que la journée touchait à sa fin, notre voiture a obtenu une ombre parfaite sur la toundra qui passait rapidement. Lorsque le soleil était prêt à se coucher, nous passions par un village de Gamvik. 3 kilomètres plus tard, nous avions installé notre camp près du phare le plus au nord du continent européen. Le lendemain, nous avons traversé un pont à l'aspect futuriste sur Tanaelva. Avant de s'écouler dans le fjord de Tanafjord, elle crée un grand delta intact qui se caractérise par d'immenses bancs de sable. Nous avons continué notre chemin au nord vers le village de Berlevåg. L'une des choses les plus étonnantes à propos de la Norvège est qu'elle trouve toujours le moyen de surprendre. Car nous sommes ici au nord extrême du pays, on peut même dire en Arctique, et nous venons de tomber sur cette grande et magnifique plage de sable, ce qu'on n'attendrait absolument pas dans cette partie du pays ou dans cette partie du monde même. Et pourtant, nous y sommes. Et admirons une plage vierge pour nous tout seuls. C'est incroyable. La plage que nous avons trouvée nous a émerveillés. En nous promenant sur le sable doux, nous nous souvenions de notre exploration des plages isolées de l'Australie. Mais nous n'avons jamais rêvé de rencontrer quelque chose de pareil en Norvège. De plus, l'eau était d'une clarté fascinante et nous offrait une vue difficile à oublier. Une fois parvenus à nous séparer de cette beauté, nous avons continué notre trajet le long de la côte et nous avons pris une route secondaire en gravier. Notre destination était un petit village de vacances, et littéralement le bout de la route. Tout seuls, entourés du vent et des vagues, nous avons trouvé un bonheur absolu dans la tranquillité isolée de cet endroit. Ayant roulé plus de 2000 km pendant 5 derniers jours, nous avons décidé que c'était le temps de faire une pause. Heureusement, nous avons trouvé un camping idéal pour nous détendre. Complètement rechargés, nous nous sommes dirigés vers Vardø, la ville la plus orientale de la Norvège. Cependant, le point le plus oriental de la Norvège se trouve sur une petite île non loin de la côte. Au lieu d'y aller en bateau, nous nous sommes contentés de suivre le regard de ces 2 figurines en bois qui surveillaient l'île de loin. La dernière partie de la route nous a offert une perspective complètement neuve.
En traversant le paysage lunaire dominé par des rochers acérés, nous nous sommes sentis comme des explorateurs d'une autre planète. Quelqu'un de la communauté locale a eu une idée de donner aux visiteurs de la plage CES sacs à déchets et de les encourager à ramasser tous les types de filets de pêche ou de bouteilles en plastique qu'ils peuvent trouver. C'est une excellente occasion de visiter un bel endroit et de le laisser encore plus beau. Une pareille initiative est définitivement nécessaire, car le volume de déchets balayés sur la côte norvégienne est impressionnant. Même si certaines plages ont l'air absolument vierges. L'impact négatif de l'industrie de la pêche est indéniable. Pour faire notre part, nous avons passé une heure suivante à nous promener le long de la plage, ramassant tous les déchets que nous pouvions trouver. En récompense, j'ai décidé de me baigner dans les eaux glacées de l'Arctique. Avec un cœur lourd, nous avons quitté le nord extrême de la Norvège que nous avions appris à tant apprécier. Heureusement, il y avait encore des routes au nord-est qui nous appelaient à les explorer. Ayant passé par la ville de Kirkenes, nous sommes bientôt arrivés à la frontière extérieure de l'espace Schengen, au-delà de laquelle se trouve la Russie. Au total, la longueur de la frontière entre la Russie et la Norvège est 196 km, mais elle compte plusieurs points où rien de plus qu'un petit ruisseau ne sépare les deux pays. Il en va de même pour le Grense Jakobselv. Ici, la rivière de Jakobselv s'écoule dans la mer de Barents en formant ainsi la frontière entre les deux nations. Il était intéressant de constater à quel point les frontières nationales semblent arbitraires, alors que les paysages des deux rives d'une rivière sont impossibles à distinguer. Impatients d'étudier ce sentiment plus en détail, nous avons décidé de prendre la route la plus éloignée de la Norvège. Nous nous sommes dirigés dans le parc national de Øvre-Pasvik. Notre chemin nous a conduits dans le coin ultime du pays. À juste titre, les derniers 20 km de la route représentaient une piste des voyages chaoteuse. À moins de 100 mètres de la frontière russe, nous partions en randonnée. Le sentier nous a conduits à travers la forêt calme, aussi bien que la tourbière dangereuse. Entre-temps, le paysage était incroyablement paisible. Après 5 km de randonnée, nous avons traversé la barrière frontalière. Actuellement, je suis en Finlande. Mais si je fais quelques pas, je reviens en Norvège. C'est pourquoi cet endroit est vraiment intéressant. Il ne s'agit pas de vues imprenables, mais plutôt de la valeur symbolique. Car Søkern, ici, marque la frontière entre la Norvège, la Finlande et la Russie. Et même si je peux me déplacer librement entre la Norvège et la Finlande, le simple fait de toucher la barrière signifie traverser la frontière avec la Russie. Et cela, bien sûr, est strictement interdit sans permis. Les grands tétras que nous avons remarqués non loin n'étaient pas liés par de telles restrictions. Après nous être concentrés sur l'exploration de la côte nord, le temps est venu pour nous de nous diriger vers les profondeurs de Finnmark. En plein soleil, au bord d'un lac tranquille, nous avons décidé que le moment est enfin venu de sortir notre canot gonflable pour son premier voyage. Une fois le canot gonflé, nous l'avons mis dans l'eau et nous nous sommes aventurés sur le lac.
On l'a fait. En général, l'intérieur de Finnmark est dominé par de petits bouleaux pubescents avec une certaine variation dans quelques villes. Alors que le soleil allait se coucher, nous roulions à travers un canyon impressionnant et nous avons remarqué un orignal timide dans une clairière. Avant de quitter Finnmark, nous avons décidé de faire encore une randonnée qui impliquait de traverser plusieurs petits ruisseaux. Au bout du sentier, nous avons regardé dans le fond du canyon Alta. 400 mètres plus bas, la rivière Alta, toujours agitée, a creusé pas moins que le plus grand canyon dans l'Europe du Nord. Outre son talent paysager, la rivière d'Alta Elva est considérée comme l'une des meilleures rivières dans le monde pour pêcher le saumon. 2 semaines dans le nord extrême sont passées trop vite, mais le temps est venu pour nous de revenir vers le sud. En chemin, nous rouillons sur de nombreuses routes en gravier, en admirant autant de paysages que possible. Une surprise spéciale nous attendant à Gorsa Brua. Ici, la cascade rugissante gronde sur le rebord avec une puissance brute, créant ainsi des nuages tourbillonnants de brume. Au fil des siècles, la rivière a creusé une gorge profonde dans le paysage, mais la férocité de l'eau reste indomptée. Un peu plus au sud, notre route nous a conduits dans le parc national de Övre-Dividal, une région sauvage rarement visitée en bordure de la Suède. Nous l'avons trouvé parfaitement adapté au repos dans la forêt calme, aussi bien qu'à la cueillette des baies sauvages. Le lendemain, l'ennemi presque oublié est revenu, provoquant immédiatement des ravages le long de la route et voilant notre vue sur Stettind, la montagne nationale de la Norvège. Bien sûr, cela ne m'a pas empêché de faire une randonnée, même si le sentier n'était pas forcément facile à suivre. Mais je ne savais pas de ceux qui m'attendaient. C'est un orignal, juste là-bas. C'est une femelle, car elle n'a pas des bois. Je pense que c'est le plus proche que j'ai jamais été d'un orignal. La distance entre nous est à peu près de 12 mètres et je tâche d'être aussi calme que possible pour ne pas le déranger de quelque manière. C'est magnifique. Étonnamment, cet orignal ne semblait pas me remarquer tout à fait, car il continuait paisiblement à se nourrir à proximité. Pour conserver son poids, l'orignal doit manger jusqu'à 30 kg de plantes chaque jour, ce qu'il fait en cherchant de jeunes pousses. Il était particulièrement surprenant de voir comment un animal de cette taille pouvait simplement disparaître derrière des buissons. Un peu plus tard, j'ai quitté la forêt et j'ai été accueilli par une grande cascade tombant dans une vallée majestueuse. La rivière qui s'en écoulait serpentait à travers le paysage en produisant des formes intéressantes.
la seule façon de traverser le flux turbulent en toute sécurité est par le point suspendu en bois qui passe directement au sommet de la cascade. Quelque temps après, une rivière un peu plus petite ne m'a pas même offert un moyen de passage aussi luxueux. Ayant quitté la Norvège du nord officiellement, nous roulions toujours vers le sud. Dans la recherche de l'endroit pour le camp, nous sommes arrivés à la frontière verte avec la Suède et nous avons dû traverser un ruisseau rocheux. On pouvait supposer que dans les forêts de la Norvège orientale, il y avait beaucoup d'orignaux. C'est pourquoi nous mettions en place nos caméras de randonnée. Cependant, nous n'avons jamais rien capturé sauf nous-mêmes, regardant les étoiles. Bon, en tout cas, pas la nuit. Un soir très tard, nous sommes tombés sur un lemming de Norvège tout près de notre camp. Ce petit rongeur ne dépassait pas une prune, mais sans aucun doute avait de l'appétit. Grignotant avec voracité chaque tige d'herbe sur sa route, il n'avait pas peur de nous à notre grande surprise. Dans l'espoir de jeter un coup d'œil sur le lemming dans son nid, nous avons mis en place nos caméras. Mais au lieu du lemming, nous avons capturé une petite musaraigne nerveuse. Ce soir-là, le coucher de soleil était splendide. La vue n'était surpassée que par le ciel étoilé et la faible lueur de l'aurora qui est revenue sur la piste de danse après ses vacances d'été. Tout comme la Suède, la Norvège orientale se caractérise par de vastes forêts et d'innombrables lacs. Chaque jour, nous recherchions un nouveau beau camping, ce qui plus souvent qu'autrement signifiait que nous nous retrouvions sur un petit sentier forestier. Parfois, cela nécessitait même de dégager la route. « 9 sur 10 de nos efforts ont été bien récompensés. Vers la fin de notre voyage, nous avons décidé de partir à une plus grande aventure. Nous avons pris nos sacs à dos et attendaient le ferry qui devait nous transporter à travers un large lac de Femunden. Une heure plus tard, nous avons quitté le bateau et nous nous sommes dirigés vers la nature sauvage. Thank you. Have a good one. Passant par la merveilleuse forêt de conifères, nous étions enveloppés en silence dans une région peu fréquentée. Bientôt, nous sommes sortis de la forêt et nous avons continué notre campagne sur un plateau alpin. Ici, c'était un peu plus animé lorsque nous avons remarqué un autre humain au loin. Heureusement, nous étions tout seuls dans l'endroit que nous avons choisi pour le camp pour les 2 nuits suivantes. Alors qu'il était assez nuageux le jour de notre arrivée, le lendemain, le soleil est apparu. Cette journée de Farniente est devenue l'une de nos journées préférées en Norvège. Installés confortablement dans notre tente, nous avons passé beaucoup de temps en lisant ou simplement en admirant le paysage. Nous étions surtout impressionnés par l'étang derrière notre tente avec une rangée d'arbres qui se reflétaient parfaitement dans l'eau.
L'élément essentiel de l'identité norvégienne peut être décrit comme une profonde connexion avec la nature. Cela est dû en grande partie à Allemannsretten, ou le droit de promenade qui donne à chaque Norvégien le droit d'explorer la nature de sa façon préférée. Cela comprend, bien sûr, les balades sur des sentiers de randonnée ou l'exploration à travers la campagne, aussi bien que l'installation d'une tente quelque part dans la nature ou la cueillette des baies sauvages et des champignons. Je pense que c'est l'une des raisons pourquoi la Norvège reste à l'avant-garde de la protection de l'environnement. Car ce n'est qu'en découvrant de la nature dans toute sa splendeur qu'on peut vraiment comprendre l'importance de sa protection. Ce soir, nous avons fait un feu qui a ajouté à l'ambiance. Cette nuit-là, nous avons mis notre caméra en place pour filmer une nuit en accéléré. Voilà ce qu'elle a capturé. Le lendemain matin était également envoûtant. Une nappe de brouillard a couvert la vallée en bas, alors que le soleil se reflétait de manière charmante dans le lac. Après avoir admiré ce spectacle magique, nous nous sommes mis en route, car nous avions 17 km à parcourir. Pour notre plus grand plaisir, nous avons bientôt remarqué de grands groupes de rennes. De plus, nous sommes tombés sur une vipère péliade et nous avons même vu une louve au loin. Revenus vers notre voiture, nous continuions notre voyage à travers les forêts de la Norvège du Sud-Est. Même si cette partie du pays manque d'une grandeur fantastique, elle séduit avec son calme. Dominée par des forêts onduleuses et des lacs sereins, elle est parfaitement adaptée à se détendre après un long voyage. Toujours en route vers le sud, nous nous rapprochions lentement à la capitale de la Norvège. Avec la population de plus d'1 million d'habitants, Oslo est de loin la plus grande ville du pays, aussi bien que la résidence de la famille royale. Comme la ville a survécu plusieurs incendies dans le passé, Oslo manque d'anciens bâtiments traditionnels. Il ne reste que quelques maisons historiques dans la ville qui par ailleurs semblent plutôt modernes, tant en termes de l'esprit que de l'architecture. Pour ajouter un autre grand moment à notre voyage, nous avons visité un superbe sauna au bord du lac qui offre de magnifiques panoramas à travers ses grandes fenêtres en verre. Et puis, lors de notre dernier jour, la Norvège nous a fait ses adieux d'une manière absolument appropriée pour ce voyage. Après 10 semaines et 14 000 km de parcours, notre grand road trip norvégien est arrivé à sa fin. En roulant sur d'innombrables routes trop pittoresques pour appréhender, nous avons connu toutes les saisons de la Norvège, souvent en une seule journée. La Norvège nous a appris à chercher la beauté dans ce qui semble morne, à apprécier les petites choses autant que celles monumentales et avant tout, profiter de la balade, car chaque road trip est un voyage plein de merveilles.